Alors, qui est vraiment Jordan Bardella? C'est la grande question au cœur de ce décryptage. On parle d'un personnage absolument central dans la politique française et européenne, un personnage qui fascine autant qu'il inquiète. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut d'abord regarder les chiffres. Et ces chiffres sont assez parlants. D'après un sondage Odoxa, si l'élection avait lieu aujourd'hui, eh bien il l'emporterait, peu importe son adversaire. On n'est plus du tout dans l'épiphénomène là, c'est une véritable lame de fond. La question, c'est comment en est-on arrivé là? Pour le saisir, il faut revenir en arrière à ses débuts. Son parcours, c'est un élément clé de son personnage public et bien sûr de sa stratégie politique. Il vient de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Il a grandi dans un HLM, élevé seul par sa mère. Cet ancrage populaire, c'est vraiment la pierre angulaire de son récit. Ça lui permet de se présenter comme quelqu'un qui comprend les fins de mois difficiles. Mais attention, ce n'est pas que ça. Très jeune, il sort du lot. Les sources parlent d'un élève brillant, avec une grande aisance orale. Ça deviendra sa marque de fabrique. C'est ce mélange entre racines populaires et talent précoce qui a préparé le terrain pour son ascension. Et quelle ascension! C'est surtout la vitesse qui est stupéfiante. Il entre au parti à 16 ans à peine. À 22 ans, il en est déjà le porte-parole. Et à 27 ans, il prend la présidence du Rassemblement national, juste après Marine Le Pen. C'est une trajectoire éclair du quasi jamais vu. Bon, une telle ascension, ça n'arrive pas par hasard. Ça s'inscrit dans une stratégie politique très précise qui a un nom en France, la dédiabolisation. Alors, la dédiabolisation, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout un art, l'art de rendre un parti longtemps vu comme radical beaucoup plus fréquentable. L'idée, c'est de lisser l'image, de changer les mots, pour aller chercher un électorat bien plus large, sans pour autant toucher aux fondamentaux d'idéologie. Et là-dedans, Jordan Bardella, c'est l'incarnation parfaite de cette stratégie. Avec son look jeune, sa maîtrise impeccable des réseaux sociaux comme TikTok, il arrive à se créer une véritable marque personnelle qui normalise le discours du parti. Et ça marche, surtout auprès des plus jeunes. Cette caricature, elle est très parlante. On le voit en joueur de flûte des temps modernes qui entraîne une nouvelle génération derrière lui avec son smartphone. C'est une métaphore vraiment puissante de son influence et de l'efficacité de sa com. Ok, on a parlé de l'image. Mais passons au fond. Au-delà de la communication, qu'est-ce qu'il propose concrètement? Il parle d'un programme de redressement avec des priorités très claires. Son programme d'urgence, il tient en 3 points. 1. Le pouvoir d'achat, avec la baisse de la TVA sur l'énergie. 2. La sécurité, avec le retour des peines planchées et des sanctions pour les familles de jeunes délinquants. Et 3. L'immigration. Et là, c'est radical. Fin du droit du sol. Et il y a d'autres mesures qui complètent ça. Réserver des postes clés au sol français, revenir sur la réforme des retraites pour certains, ou encore des mesures plus symboliques mais très fortes, comme le vouvoiement obligatoire à l'école et l'interdiction totale des portables. Chaque proposition cible un électorat bien précis. Donc, d'un côté, on a une image très travaillée et un programme choc. Mais que se passe-t-il quand on met ces promesses face au bilan législatif réel? C'est là que ça se corse un peu. Pour juger sur pièce, le meilleur endroit, c'est le Parlement européen, là où il siège depuis 2019. Et les données qu'on y trouve, eh bien, elles racontent une histoire assez différente de celle de TikTok. Regardons les faits, c'est simple. Sur tout son mandat, Jordan Bardella n'a écrit aucun rapport législatif. 0. La moyenne pour les autres eurodéputés, c'est 2 ou 3. Il ne siège que dans une seule commission, la moins influente, où des témoins disent ne l'avoir tout simplement jamais vu. Son activité de fond au Parlement semble donc quasi inexistante. Prenons le pouvoir d'achat, son grand cheval de bataille. Il promet de l'améliorer pour les travailleurs. Pourtant, au Parlement, il a voté contre des textes pour réduire la pauvreté au travail, contre le renforcement des salaires minimums en Europe et contre un fonds d'aide pour les plus modestes. C'est le même décalage sur les droits des femmes. Le parti met en avant des figures féminines, mais dans les votes, c'est systématiquement contre les avancées, contre la réduction des écarts de salaire, contre la condamnation de l'interdiction de l'IVG en Pologne, contre la prévention des violences faites aux femmes. Et pourtant, malgré tout ça, l'effet sur le public est indéniable. Comme le dit un observateur politique, son image lisse donne l'impression que, je cite, « l'extrême droite n'est pas si méchante ». La stratégie de dédiabolisation, visiblement, porte ses fruits. Mais juste derrière, on a une critique cinglante. Et elle vient de ceux qui l'ont formé à la communication. Ils le décrivent comme une coquille vide, ce qui soulève une sacrée question sur ce qu'il y a derrière l'image. Un rapport d'analyse syndicale, Visa, va même plus loin. Pour eux, malgré les beaux discours, les votes au Parlement européen ne trompent pas. Le parti resterait fidèle à sa matrice profondément antisociale. C'est leur mot. Alors, comment on fait le tri dans tout ça?
Un travail universitaire apporte une conclusion intéressante. Il parle de la dédiabolisation, non pas comme quelque chose de fait, mais comme un processus complexe et inachevé. En clair, l'effort pour normaliser l'image est bien réel, et il marche, mais il se cogne sans arrêt aux contradictions du bilan et de l'idéologie. On se retrouve donc avec cette dualité. D'un côté, une image moderne, une communication au millimètre. De l'autre, un bilan législatif qui semble pointer dans une direction radicalement différente. La vraie question qui reste, c'est de savoir ce que ce grand écart, de plus en plus visible entre la perception et les actes, nous dit sur le futur de la politique.